aujourd'hui, nous parlons de Candide, nous parlons, pour ces rencontres de littérature, nous parlons de Candide de Voltaire. Et donc, je veux juste dire deux ou trois petites choses rapidement, si vous me le permettez. C'est donc un livre, bon, c'est un livre emblématique, c'est un conte philosophique emblématique de la littérature ou de la culture française, je ne sais pas comment le dire. C'est un livre, un conte que l'on peut considérer comme classique, dans le sens qu'il est étudié dans les classes. Pratiquement tous les élèves en terminale, ou plutôt en première, pardon, étudient pour la préparation du bac de français. C'est un livre qui a eu beaucoup de succès, du vivant même de Voltaire. Il a été réédité une vingtaine de fois, 19 ou 20, je ne me souviens plus, avant la mort de Voltaire. Donc, c'est presque chaque année, c'est évidemment important. C'est un conte époustouflant, on va dire, d'ironie, d'imagination. Ça marche. Mais en même temps, je voudrais dire que c'est un conte très critiqué d'un certain point de vue, du point de vue philosophique. Parce que ce conte de Voltaire tourne en dérision, on va dire, tourne en dérision la philosophie et principalement la philosophie de Leibniz. Très bien, j'ai un livre ici qui critique fortement. Mais les rééditions, c'est parce il était censuré, non? Donc quand il ressortait, non? À l'époque de Voltaire, non? Je pense que c'était. Moi, j'ai lu que qu'il avait tellement de succès qu'il fallait le rééditer. Bonjour Geneviève. Bonjour Geneviève. Mais tu as peut-être raison, Isabelle. Non, j'ai lu que c'était qu'il ne pouvait pas, enfin, il était censuré, certaines choses qu'il disait étaient supprimées. Et donc ensuite, il y avait un éditeur qui l'éditait à nouveau avec la première version, enfin, je sais pas. C'est possible. Ou que Voltaire le modifiait aussi. C'est possible, c'est possible. Donc, à ce moment-là, c'est une erreur. Le succès, les rééditions dues au succès, peut-être que... Oui. Enfin, moi, j'ai le Bordas, là, le Bordas, donc, qui est en première, que j'ai retrouvé. Et il y a beaucoup de petites, en bas de pages, de notes, non? Et, oui. Moi, et donc... J'ai le folio. Le folio, non, le Pléiade, pardon, le Pléiade. D'accord. D'accord. Donc, voilà, nous pourrons parler peut-être, si vous le voulez bien, de la technique utilisée par technique du récit utilisée par Voltaire. Bon, il y en a beaucoup, je ne vais pas les détailler maintenant. Et nous pourrions parler, bien sûr, dans le récit lui-même, des imitations. Parce que moi, je trouve, par exemple, qu'il doit y avoir quelque part une imitation de Montesquieu, les lettres persanes. Quand il parle de l'étranger, des mœurs françaises, des mœurs à Paris, des habitudes au théâtre, etc., ça fait penser très particulièrement à Montesquieu, les lettres persanes. Très bien, voilà ma petite introduction. Est-ce que vous avez apprécié la lecture? Est-ce que vous avez aimé le livre? Est-ce que vous avez critiqué? Moi, j'aime beaucoup critiquer. Hein. Est-ce que vous avez quelques remarques dans ce sens? Je peux? Oh, bien sûr, bien sûr. Je me suis demandé, cher Christophe, quelle était votre intention en nous infligeant cette œuvre? Oh, infliger! Moi, c'est trop drôle, c'est trop... Moi, alors, voyons Christophe. Infliger, c'est négatif, non? Quelle était mon intention? Des guerres. Ah, d'accord. Quelle était mon intention? J'avoue que je cherche mon intention et je ne la connais pas encore. Ce que je cherche dans la programmation, c'est des livres intéressants, qui me semblent intéressants, des livres où il y aura beaucoup de choses à dire. C'est pas toujours
Non, mais la guerre, c'est dans une première partie. Ensuite, c'est Eldorado, non? Beaucoup de couleurs, non? Au contraire, non? Un monde Mais plus. après Eldorado, il y a encore des guerres, des exécutions, bien, mais avec des détails, hein? avec des Avec détails. des détails. Ah, bien On sûr, lui ouvre le ventre. bien sûr, bien sûr. Mais pour que ça soit bien clair, pour qu'on ne croit pas que c'est un conte merveilleux. C'est un conte merveilleux, mais un peu horrible dans la description. Il était qu'à l'époque, il n'y avait pas la télévision, il n'y avait pas les agences de tourisme de guerre, hein, et il fallait bien qu'ils mettent un peu les points sur les i. Exactement. Voilà, vous avez répondu à ma place à votre question. J'ai été impressionnée parce que j'ai lu qu'il avait écrit le roman en 3 jours. Et pour moi, 3 jours, amen, non? Amen. Et il a parlé de tellement de choses, de philosophie, des guerres, des cultures, que c'était, pour moi, et aussi toutes les philosophies. J'ai lu aussi que c'était un grand succès avec le public général, non? Oui, oui, oui. Mais avec tous les notes de base, on peut dire ça, non? Dans le livre, les notes en bas. Oui. Les notes en bas, c'est incroyable, non? Toutes les choses que contient le livre, non? Le roman. Pour moi, c'était impressionnant. Oui, c'est un livre. J'ai dit un roman, un conte époustouflant. Oui, c'est très rapide. Il y a des allusions avec des allusions à beaucoup de choses, des événements, des allusions à des pays. Nous voyageons tout autour de la Terre. Oui, oui. Ces connaissances étaient incroyables. Et je crois, je ne sais pas, mais pour le public général, le grand public. Oui, sera les aventures, les voyages et tout ça. Mais dedans tout ça, il y a tellement de choses que c'est presque impossible de parler de tout ce qu'il voudra exprimer. Je ne sais pas. Les parodies, non, des philosophies, des paradis, de l'enfer, je ne sais pas, les femmes, presque les femmes, non, parce que il était brutal. Et la parodie de la religion aussi, la critique très forte, je crois, de la religion, bien sûr. Oui. D'accord. Pardon? La religion, oui, il critique beaucoup. C'est d'ailleurs l'Inquisition, l'autodafé, oui. Bien sûr. Et c'est pour ça qu'il y avait beaucoup de censure, non, sur ces... Oui, c'était la manière de pouvoir publier le livre, non? Comme un satire, une parodie, non? Parce qu'elle touche, on peut dire ça, la culture, le royauté, les guerres, les autres philosophes, les femmes, non? La noblesse. Il y avait du racisme aussi, avec la seule personne qu'il n'avait pas aidé était le noir, non? De Suriname. Oui. Je crois que c'était la seule personne qu'il n'avait pas aidé. Qu'il n'avait pas aidé, oui. D'accord. Ah oui, le noble vénitien aussi, le procurante qui s'appelle, non, qui a une bibliothèque très fournie.
Il a tous les auteurs, mais en fait, il ne les aime pas. Il n'en aime aucun, non? Il dit que quand il a vu que tous ces philosophes doutaient de tout, ça, comme il voyait que pour être ignorant, il n'avait besoin de l'aide de personne, donc il ne lisait plus rien. Bien oui, sûr. C'était très, très amusant, non? À Venise, quand ils étaient à Venise, non? Bien sûr. Oui. Bien sûr. La question que, évidemment, c'est ça qui me... La question de ce conte, c'est que il est, bon, je crois que l'on peut dire, il est impressionnant, il est amusant et très ironique, il critique beaucoup de choses, des choses qui sont sûrement, évidemment, très critiquables, bien sûr. Il y a un rythme effréné, il joue beaucoup sur ce rythme, bien. Mais peut-être que la question, c'est que le fond de ce qu'il dit, lui-même, peut-être est critiquable, justement, parce que c'est ça que si vous me le permettez, c'est ça que je voudrais... Parce que, par exemple, il utilise la technique de la cause. Il utilise beaucoup telle chose parce que il utilise aussi la conséquence. Mais non, normalement, c'est qui semble un raisonnement logique, évidemment, c'est pour ça qu'il utilise la cause et la conséquence. Mais il le fait de telle manière que ça semble ridicule. Donc, toute cette construction logique à laquelle il fait allusion, tout ce discours philosophique posé sur des causes et des effets, construit sur des causes et des effets, eh bien, apparaît ridicule, apparaît très rapidement ridicule. La même chose avec le personnage de Pangloss. Le personnage de Pangloss, qui est présenté comme le philosophe, est évidemment un personnage ridicule. C'est un personnage... Et donc... Les philosophes sont ridicules, non? Pour Voltaire, non? Mais aussi, il critique directement avec Pangloss le philosophe Leibniz, non? Leibniz, oui. Oui, c'était la naïveté de Candide, non? Pendant tout le Louvre, je crois. Oui, il le dit à la fin, il parle de Leibniz à la fin, bien sûr. Son allusion au meilleur des mondes possibles, c'est une allusion directe à la théodicée de Leibniz. Hein? Donc, c'est ça le problème du succès. Le succès littéraire, le succès a été resplendissant, pourrait-on dire. Mais évidemment, les conséquences de ce succès peuvent être... Parce qu'évidemment, il y a ce livre dont je parlais. Après cela, eh bien, les gens, ce monsieur et d'autres disent que la philosophie en France s'est écroulée. La philosophie, après est devenue une philosophie allemande. Parce qu'en France, la philosophie était associée à je ne sais pas comment dire, à ce personnage de Pangloss qui ne paraissait pas sérieux. Voilà, très bien. D'autres, je ne sais pas si Geneviève, vous avez... Et puis une certaine vanité aussi à être philosophe. Bien sûr. Je pense qu'il critique ça aussi, la personne, enfin la vanité. La vanité du philosophe. Oui. On ne va pas faire de comparaison avec notre époque, mais on en connaît. Oui, justement, je n'osais pas, mais moi, je le vois d'une façon un peu spéciale parce que, justement, il parle de Pangloss, philosophe. Je voudrais dire que Pangloss, philosophe, bon, bien. Mais justement, peut-être comme le suggérait, je crois, Geneviève, eh bien, c'est un peu à notre époque. Tout le monde est philosophe. Il est un peu entre VHL et Kouchner. Exactement. C'est-à-dire, on est psychiatre et en même temps, on est philosophe. On est, je dirais même plus, à Madrid, on est banquier
et en même temps... Les philosophes. Ah oui, tu connais des banquiers philosophes? Oui, la Banque Santander a une grande publicité. La philo DJ, je ne sais plus quoi, de c'est vrai. Donc, c'est-à-dire la philosophie, c'est tout. Et évidemment, certains philosophes, certains professeurs de philosophie protestent parce que la philosophie, c'est pas tout. Bien sûr, vous comprenez. Donc, c'est pour ça que c'est très, je crois, très intéressant. Très bien. J'ai beaucoup aimé le philosophe, je crois, que, à la fin du roman, qui a fermé la porte. Directement, quand Pangloss lui avait demandé ces choses, non, il a fermé la porte et c'était la meilleure réponse, non? De tous. Bien sûr. Bien sûr, il y a beaucoup de choses. Très bien. D'autres... Sa critique de la religion des jésuites, non? C'était très fort, mais très fort. Et comment Pangloss savait contagier, on dit ça? La vérole. Avait attrapé la vérole. Oui. Attraper la vérole, wow. C'est une histoire incroyable, non? Bien sûr. Et ce qui est intéressant aussi dans le roman, à ce propos-là, c'est l'entrée en scène, pourrait-on dire, de l'Amérique du Sud. En scène de l'Amérique centrale, c'est-à-dire, c'est vraiment, ils ont un rôle important. Et c'est justement dans ce continent qu'il y a l'Eldorado. Et présenté comme l'ancien pays des Incas, je crois. Bien. Donc, c'est tout à fait étonnant. Et évidemment, avec la conquête de l'Amérique, il y a eu l'histoire de la petite vérole, on va dire, et l'histoire, il y a un passage aussi tout à fait étonnant qui est le passage sur le sucre. Le passage du noir qui est maltraité. Par un personnage. Il dénonce ces conditions. Qui s'appelle, je ne sais plus, Dendur, je ne sais plus quel est son prénom exactement maintenant. Et ce monsieur dit clairement que si vous avez du sucre en Europe, c'est pour cela. Grâce à nous. C'est grâce à nous qui perdons une main si nous faisons ceci et qui perdons une jambe si nous avons envie de fuir. Donc, évidemment, ça. Très bien. Qu'est-ce que vous avez pensé des femmes dans le livre, non? Le rôle des femmes. Bien sûr, vous avez... Pour moi, c'était comment s'appelle Cunégonde, Paquette, la baronesse est la seule personne qui meurt, non, dans l'histoire, non? Les autres réapparaissent. Dans l'histoire, mais la baronne est la seule personne qui est morte. C'est fini, non? Mais les viols, les tortures, l'esclavage des femmes, c'est comme ça maintenant, non? Aussi, c'est exagéré, mais avec les cas de Epstein et toutes les choses comme ça, on peut voir que ça existe maintenant, non? Oui, sûrement. Dans le roman, c'est sûrement exagéré, bien sûr. On peut penser quand même que ce n'est pas tout à fait comme ça maintenant, mais sûrement il y a quelque part des cas et une conception, bien sûr, des relations hommes-femmes, bien sûr, avec les exemples que vous donnez. Et quelle avait la relation de Voltaire avec les musulmans? Parce que les seules femmes
qui paraît ou semble plus ou moins, ou qui ont une vie plus ou moins normale, Oui. sont les fils de musulmans. Quelle était la relation de Voltaire avec les musulmans aux satiriques de cette religion? J'avoue que je ne suis pas trop renseigné sur le sujet. Justement, les Turcs, oui, je ne sais pas où il y a des annotations, oui, en bas du livre, mais il faudrait retrouver. Justement, il parle beaucoup il parle de Constantinople, et il passe bien. Et justement, avant notre rencontre, je recherchais et je n'ai pas trouvé. Il cite, et ça m'a étonné, enfin, ça m'a agréablement surpris, si l'on peut dire. Il cite un philosophe du 6e siècle, je crois, Porphyre, qui est un philosophe qui vient de Syrie, qui venait de Syrie, un néo-platonicien, 5e siècle. Je ne sais plus, enfin, ces siècles-là. Et justement, je me suis intéressé à ce philosophe ces derniers mois et ça m'a étonné. Voltaire est très soucieux des détails, des précisions. Vous disiez, je crois, Martha, au début, qu'il connaissait beaucoup de choses, il avait une culture, et on le voit, parce qu'il parle beaucoup des livres, dans la bibliothèque du personnage, il parle. Je n'ai pas retrouvé la citation de Porphyre, mais je suis sûr qu'elle y est parce que je l'ai vue. Et il parle de beaucoup d'écrits, beaucoup d'endroits, de situations. Alors, la relation exacte, précise avec la religion musulmane, j'avoue que... Pour moi, c'était intéressant avoir choisi la religion musulmane comme un exemple, non, des trois religions principales. Oui. C'était celle des musulmans, non, avec le jardin, que c'était une partie de la vie de Voltaire, non? Il était un jardinier. Jardinier. Oui. Pour lui, c'était comment est-ce qu'on dit, une activité très importante, très utile pour lui, comme il termine le roman, non? D'accord. J'avoue que je n'avais pas vu cela. Oui. Tout à fait. Dans sa vie, c'était comme ça, oui. Bien sûr. Maintenant, cette phrase qui est dans la dernière page, je crois, qui est de l'idéal de cultiver son jardin. Cunégonde, qu'elle était une pâtissière. Oui. Oui. Oui, chacun a cherché son activité. Et activité, mais selon c'est capacité. Le capacité, non? Bien sûr. Il insiste. Au lieu de voyager, je crois qu'il voulait dire que la solution de tout est gagner la vie noblement, honnêtement, ou noblement, travailler et gagner la vie parce qu'il avait parlé aussi de Jacques, l'anabaptiste aussi, qui était un homme très honnête. Bien sûr. Qui l'avait aidé aussi. Bien sûr. Oui. Bien sûr, c'est un personnage, vous avez tout à fait raison, c'est un personnage très important, parce que tous les personnages sont corrompus, ils sont gentils, mais 5 minutes après, c'est eux qui mettent ou qui frappent ou qui mettent en prison je ne sais pas qui, un des personnages principaux, sauf le personnage de Jacques l'anabaptiste, qui lui, à chaque fois qu'on vient lui demander d'aider, de soigner, de payer je ne sais pas quoi, eh bien, il accepte, il aide.
ça ne l'empêche pas de mourir le lendemain dans la tempête, mais c'est un personnage tout à fait différent des autres dans la mesure où il est toujours prêt à aider. Très bien. Et sa femme aussi, non? La femme de Jacques aussi, non? Je crois que oui, les deux. Et aussi à l'Eldorado. Oui. Je ne sais pas, pourquoi a-t-il parlé de cette utopie? Eh bien, justement, j'allais en venir, parce que c'est, par exemple, dans l'Eldorado qu'il parle de la religion. Il demande quelle est la religion de l'Eldorado. Est-ce qu'il y a un seul Dieu? Et la personne avec qui il parle lui répond que comment peut-on imaginer qu'il y ait un autre Dieu? Deux, trois ou quatre. Et donc, dans cette description de la religion, eh bien, c'est ce que vous disiez, il me semble, Martha, c'est-à-dire qu'il semble inclure la religion musulmane, les religions monothéistes. Oui. Donc, c'est tout à fait étonnant. Oui. Et il n'y a pas d'argent dans l'Eldorado. C'est parce qu'un thème pour lui, c'était l'argent, non? Oui. Que le monde corrompu et l'argent, les pièges de l'argent et comment Candide l'avait perdu. Oui. Et je crois que c'était parce qu'il comment est-ce qu'on dit ça? Ne l'avait pas gagné. Oui. C'était un cadeau, non? Oui. Un cadeau du roi d'Eldorado. Oui. Oui, il y a je crois que quand il parle de l'argent, à un moment, il dit que Pangloss, lui, a expliqué que l'argent, je ne sais pas s'il dit que l'argent ne faisait pas le bonheur, mais que l'argent n'est pas le plus important. Donc, il y a bien sûr une réflexion sur l'argent. Mais maintenant, l'argent qui est utile à Candide et qui intéresse beaucoup Candide quand ils arrivent dans l'Eldorado, ils croient trouver des pièces d'or, des pièces ce sont des cailloux. Des pierres précieuses aussi, non? Des pierres précieuses, mais les gens de l'Eldorado ne voient pas la valeur, non? Voilà. Mais aussi pour la religion, parce qu'en fait, dans l'Eldorado, non, puisque les Incas avaient d'autres croyances, non? Et alors peut-être Voltaire savait, non? Quand on pose la question, donc, est-ce que vous avez un dieu? En fait, eux, c'était pas les mêmes dieux, non? Ils croyaient... Ils vénéraient le soleil, non, la terre. Oui, mais il me semble que cette précision n'est pas dans le... Il me semble. Non, il ne le dit pas, mais on a l'impression, en fait, tout de suite, quand on le lit, que lui, Voltaire savait un petit peu, avait entendu parler de ses croyances, mais il pose simplement la question, non, sans... Bien sûr. Oui, sans le mentionner vraiment. Parce qu'en fait, les prêtres, les jésuites, enfin, je ne sais pas exactement si les jésuites mais en fait, quand les gens vont, les Européens, l'Église va dans ces pays-là, c'est pour évangéliser, non? Bien sûr. Mais là, oui, non? Il y a oui, il parle à un moment donné aussi, dans les États d'Amérique latine, il y a des... je ne me rappelle plus quel est le nom de ces... en fait, on construit des églises comme en Espagne et où vivent les moines, non, qui vont dans l'Eldorado. Ça porte un nom, non? Ça porte un nom au Mexique ou dans ces pays-là. Mais il cite ce mot dans le livre. Non, ça vous dit rien, Martha? J'allais parler aussi, parce que je ne sais pas combien de temps, 5 minutes, non? Mais aussi de la noblesse, non? Oui. Parce que la relation entre le frère de Cunégonde et Candide,
et Ah oui. Oui, que Candide l'a tué, non? Le frère de Conégard, parce que elle ne voulait pas que Candide se marie. Il ne voulait pas. Hein? Il ne voulait pas que Candide se marie. Alors, oui, il le tue, mais en réalité, il ne le tue pas. Non, puisqu'il le rencontre à la fin. Oui, il réapparaît lui aussi, mais bon, ils étaient tous morts en fait. Ils étaient tous morts, non? Mais ils sont. Non, mais à la fin, il le tue. Oui. Ah, finalement, il le tue. Hein. Non, il ne le tue pas. Il le rend. Pardon, je crois. Excusez-moi, je ne crois pas me tromper. Je crois qu'il ne le tue pas. À la fin, je crois qu'il le renvoie prisonnier sur les galères. Ah oui, c'est vrai, c'est vrai. Il ne le tue pas, mais oui, oui. Donc, oui. Mais c'est pour les titres, non? C'était, comment elle le dit, qu'il y a une manière en français de dire tous les titres comme la duquesa de Alba, non? C'est qu'on sait, non? Tous les titres, les quartiers, ou comment est-ce qu'on dit ça en français? Les titres. Je ne sais pas. Oui, parce que Cunégonde avait... des quartiers, oui. Cunégonde avait des quartiers, non? Et comme il n'était pas... Oui. Les quartiers de noblesse. Bien sûr, ça c'est la critique de la noblesse. Oui, non, il y a des choses que... Je crois que tout ça existe maintenant. Bien sûrement. Ce n'est plus exprimé de la même manière, mais dans la mentalité, je crois que ça doit être présent. Bien sûr. Geneviève, est-ce que vous avez des... Oui, je pense que vous avez apprécié au final cette pauvre Cunégonde qui avait été l'origine de cette aventure, qui était tellement belle et dont il était tellement amoureux. À la fin, il y a une scène, comme un film drôle, qui dit, mais en fait, Cunégonde, c'était pas exactement ça, elle était laide comme tout. Elle était laide comme tout, donc on est là, et il ne nous laisse pas souffler, mais elle sait très bien faire la pâtisserie. Et moi, quand même, je me suis posé la question de la relation aux femmes de Voltaire, quoi. Vous avez Martha, hein. Vous avez tout à fait raison d'insister sur ce point de vue. Il y avait quelque chose à tirer. On va parler, quoi. Bien sûr. Il y a aussi, on pourrait aller plus loin, enfin, je ne sais pas si c'est plus loin, mais dans une direction un peu analogue avec la beauté. La beauté, le personnage, le personnage de Cunégonde est un exemple extraordinaire de beauté. C'est mal dit, mais bien ce qui la caractérise, c'est sa beauté. Et sa beauté est physique. Parce que sa beauté morale, on n'est pas enseigné. Donc, à la fin, elle perd, pour de nombreuses raisons, cette beauté physique, semble-t-il, et sa beauté morale, bon, c'est peut-être de faire des... Je suis un peu... Elle fait la pâtisserie. C'est peut-être de faire de la pâtisserie. Ça la sauve. Donc, on pourrait creuser un petit peu les choses de ce côté-là, et peut-être qu'on découvrirait que Voltaire est un exemple particulièrement évident de ce que nous, de la mauvaise relation ou de la relation typique entre les hommes et les femmes, on va dire. Je ne sais plus comment sortir de cette phrase. Quelque peu écologique tout de même, puisque en fait, il faut cultiver son jardin, bon, au sens abstrait, mais aussi au sens physique. Donc, il faut être écolo.